Bien, bonjour. Je me présente d'abord. Mon nom est Guy Falardeau. Je suis pédiatre depuis 42 ans. Ces 42 ans, j'en ai passé d'abord 17 dans ma ville natale, Amos, en Abitibi, puis les 18 dernières à Québec après un court séjour à Shawinigan. J'ai écrit mon premier livre en 1992, qui est sorti, qui s'appelait « Les enfants hyperactifs et lunatiques ». Et c'est depuis ce temps-là que je m'occupe beaucoup des enfants qui ont un TDAH. Alors, ce premier livre-là était un peu une révolution, c'est-à-dire que c'était le premier livre qui sortait au Québec sur le sujet. Et à l'époque, il fallait convaincre les gens des milieux scolaires, des milieux des CLSC, en fait même les médecins, que ça existait, le TDAH, et que c'était une bonne chose de traiter les enfants qui avaient un problème de TDAH avec des médicaments. Ensuite, j'ai écrit une remise à jour de ce livre-là et mon dernier livre, L'enfant impulsif, en 2006, qui aussi expliquait ma vision du TDAH. C'était plus des livres d'information. Dans L'enfant impulsif, j'expliquais comment je travaillais avec les enfants qui avaient des TDAH et aussi comment je leur expliquais c'était quoi le TDAH. Et j'insistais beaucoup, et j'y crois fermement, que le TDAH, ce n'est pas une maladie, c'est une différence génétique. Et je dis aux enfants, tu as un cerveau d'inventeur. C'est-à-dire que le TDAH, c'est une difficulté à être attentif et une difficulté à l'autocontrôle, c'est-à-dire à se retenir de bouger, de parler, d'agir. Et ces difficultés-là favorisent la créativité et c'est pourquoi probablement que chez plusieurs grands créateurs, on retrouve un diagnostic de TDAH. Maintenant, mon nouveau livre, qui s'appelle « Tout ce qui bouge n'est pas TDAH », se veut non seulement un livre d'information, parce que je parle du TDAH, mais aussi et surtout un livre, un cri du cœur. Je voudrais que les gens cessent de faire des faux diagnostics. Parce que la première chose, c'est que j'informe qu'il y a des faux diagnostics de TDAH, qu'il y a beaucoup trop d'enfants qui sont diagnostiqués et qui sont mal diagnostiqués. Et je voudrais qu'on s'occupe des vrais problèmes des enfants, en particulier des problèmes des enfants opposants et anxieux. Donc, dans un premier temps, j'affirme et je souligne le TDAH, ça existe. Il y a des enfants qui ont des problèmes et ça, c'est une base neurologique parce que leur cerveau fonctionne plus lentement dans certaines zones et à cause de ça, comme je l'ai dit, ils sont inattentifs et impulsifs. Attention, impulsif ne veut pas dire agressif. Il y a beaucoup de gens qui confondent l'impulsivité et l'agressivité. Il y a un adolescent à qui je demandais « Est-ce que tu es impulsif? » Il m'a dit « Non, je suis spontané. » Et je trouve que le terme est peut-être meilleur finalement. Donc, les enfants qui sont spontanés et donc pas hypocrites, ça leur donne des belles qualités. D'ailleurs, il y a des gens du milieu artistique qui ont publié récemment « J'aime les TDAH », ce qui a choqué certains psychiatres, mais qui m'a plu, dans le sens où il faut accepter de voir le côté positif du TDAH. J'en parlais dans mon dernier livre. Aujourd'hui, je parle des faux diagnostics et des conséquences que ça a sur les enfants et des souffrances que ça amène aux enfants et à leurs parents. Je suis parti de ce qui a déclenché en fait l'écriture du livre que j'avais dans la tête depuis 3 ans, 4 ans. C'est la publication de statistiques par le docteur Pierre Poulain, un pédiatre de la Beauce, dans le journal La Fontanelle, qui est un journal qui s'adresse aux pédiatres, où on apprenait que les chiffres sont hallucinants sur les nombres de TDAH. Et c'est des chiffres qui dataient de 2014. Si vous voulez des chiffres détaillés, j'ai mis une annexe dans le livre où on donne tous ces chiffres, mais retenez un chiffre, en fait, qui ne vient même pas du docteur Poulain. Un psychologue d'une commission scolaire de Québec m'a dit que dans sa commission scolaire, 17% des enfants prenaient des médicaments. Alors que dans une population en général, il y aurait 5 à 8% des enfants qui ont un TDAH, et il faut comprendre qu'il y a une partie des enfants qui ont un TDAH qui ne sont pas traités, soit parce que les parents ne veulent pas, ou soit parce qu'ils sont capables de fonctionner sans médicaments. Donc, il y a des faux TDAH. Et je donne des tas d'exemples dans mon livre, je vais vous en parler de quelques-uns. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence un faux diagnostic? Alors, pourquoi, qu'est-ce qui est le vrai diagnostic de ces enfants-là? Quels sont les enfants qui sont mal diagnostiqués? Les probablement plus importants, je n'ai pas de vraies statistiques, c'est les enfants anxieux. Il y a beaucoup d'anxiété au Québec. Il y a une étude récente qui a été publiée dans Le Devoir qui a démontré que 50% à peu près des enfants québécois seraient anxieux et 20% auraient un trouble anxieux, ça veut dire une anxiété qui les dérange et qui mériterait d'être traitée.
Alors, dans ce 20% de troubles anxieux, malheureusement, il y en a beaucoup qui se font à tort diagnostiquer un TDAH. Pourquoi? Parce que l'anxiété, surtout chez les jeunes enfants de 4 à 6 ans, donne les mêmes symptômes ou des symptômes semblables à ceux du TDAH. Et c'est plus facile de diagnostiquer un TDAH que de l'anxiété parce qu'un TDAH, ça se règle avec des médicaments. Le problème, c'est que quand on donne des médicaments pour le TDAH à un enfant anxieux, on peut temporairement l'améliorer. Ah, les médecins me disent souvent, si l'enfant a répondu aux médicaments du TDAH, c'est que c'est un TDAH. Non. Les médicaments du TDAH stimulent le cerveau. En stimulant le cerveau, on améliore la concentration et on améliore l'autocontrôle. Prenez l'exemple de la caféine, le café. Alors, si vous avez dans un bureau 10 personnes qui prennent une pause café et qui boivent un café, les 10 personnes vont être plus concentrées dans les minutes qui vont suivre. Celui qui a un TDAH, il va être plus concentré à avoir pris du café. Celui qui est anxieux, il va être plus concentré après avoir pris du café. Celui qui manque de sommeil, il va être plus concentré après avoir pris du café. Donc, la caféine améliore la concentration de tout le monde. Et les médicaments du TDAH améliorent la concentration de tous les enfants et améliorent la capacité de se contrôler. Et les enfants de 4 à 6 ans ont souvent un autocontrôle qui est déjà faible naturellement. Donc, on améliore leur comportement avec les médicaments. Ça ne veut pas dire qu'on a le bon diagnostic. Je vais vous conter quelques histoires tristes d'enfants que j'ai référés au guichet d'accès. Alors, le système qui fonctionne au Québec, c'est que quand je vois un enfant que je pense anxieux ou ayant des problèmes peut-être d'ordre psychiatrique, un enfant autiste ou autre chose, je dois le référer, si je veux qu'il soit en pédopsychiatrie ou en psychologie, au guichet d'accès en santé mentale. Le problème, c'est que les guichets d'accès, d'abord, ont un manque très clair de ressources et probablement une mauvaise utilisation des ressources aussi, je pourrais vous l'expliquer. Et ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, le système est fait pour essayer de trouver le moins possible de problèmes chez les enfants. Un exemple, un enfant de 8 ans est référé par la psychologue scolaire et elle détecte la présence d'anxiété importante chez cet enfant-là. Les parents ont des assurances, consultent un psychologue dans le privé. Le psychologue dans le privé voit l'enfant 7 ou 8 rencontres et à la fin, parce que les parents n'ont plus d'argent, leur assurance leur permettait seulement ces 7 ou 8 rencontres, le psychologue dans le privé fait un rapport expliquant à quel point l'enfant est anxieux et qu'il devrait avoir un suivi. Moi, je réfère le tout au guichet d'accès en santé mentale. Avec les 2 rapports des 2 psychologues qui ont dit que l'enfant était anxieux, le psychologue du CLSC rencontre la mère et à la fin de la rencontre, dit « Madame, votre enfant n'est pas anxieux ». Là, j'appelle le psychologue, je lui dis « Comment vous pouvez diagnostiquer un enfant sans le rencontrer? » Et surtout contredire deux confrères qui l'ont rencontré. Il m'explique « Je n'ai pas fait de diagnostic, j'ai dit que l'enfant n'était pas anxieux. » L'histoire est encore plus triste si je la finis parce que finalement, il a accepté de rencontrer l'enfant et il a dit qu'il n'était pas anxieux. Malheureusement, je ne le crois pas. Un autre exemple d'un enfant que j'ai référé. L'enfant a 4 ans quand je le vois et les problèmes n'ont rien à voir ni avec de l'inattention ni avec de la spontanéité. C'est un enfant agressif. C'est un enfant qui a des problèmes, qui fait des crises de colère, qui frappe les autres enfants à la garderie. Et donc, je le réfère au CLSC. On appelle ça un trouble d'opposition. Donc, je le réfère au CLSC pour qu'on s'occupe de l'opposition, soit en regardant s'il y a un problème au niveau de la famille ou soit en regardant si l'enfant est anxieux. Alors, au CLSC, la première chose qu'ils font, dans tous les cas, quelle que soit la raison de la référence, la première chose qu'ils font, c'est passer des questionnaires TDAH. Alors, l'enfant a 4 ans, 5 ans quand il arrive au CLSC. On fait un questionnaire TDAH et on m'envoie le questionnaire qui dit que l'enfant aurait un TDAH et un trouble d'opposition. Et les items d'opposition sont beaucoup plus importants que les items de TDAH. Et on me dit, ben, vous n'avez qu'à lui donner des médicaments et on m'avise que les parents ont été informés. Alors moi, je me retrouve avec des parents qui ont un diagnostic de TDAH. Mais en fait, il n'y a pas de diagnostic. L'enfant n'a pas été évalué. Il n'y a que des questionnaires. Mais
là, les parents veulent de la médication. Alors, j'appelle les gens au CLSC encore une fois, je leur dis, mais oui, mais il n'a pas été évalué, cet enfant-là, je veux que vous l'évaluiez. Et ça a été bien complexe pour réussir à le faire évaluer. En fait, probablement le cas le plus difficile pour moi, qui m'a pris le plus d'énergie, c'est l'enfant que j'ai appelé Denis dans mon livre. Et en même temps, je vais vous raconter la fin de l'histoire que je ne savais pas quand le manuscrit a été envoyé à l'éditeur. Moi, j'ai connu Denis, il avait 8 ans. Il prenait des médicaments. Il avait eu un diagnostic de TDAH à l'âge de 6 ans, suite à une évaluation par un psychologue scolaire. Pourtant, le psychologue avait bien noté qu'il y avait peut-être un TDAH, mais qu'il y avait sûrement des éléments d'anxiété, de colère, des éléments affectifs qui étaient sous-jacents à son TDAH peut-être. Alors, moi, je le vois, ça fait 2 ans qu'il prend des médicaments. Pendant un certain temps, ça a bien été, mais là, il recommence à être explosif. Problème de violence, problème de crise de colère, problème émotionnel qui me semble évident. Je le réfère au guichet d'accès en santé mentale. La psychologue du CLSC le voit et détermine qu'il n'est pas anxieux et que ce n'est que du TDAH. J'essaie tant bien que mal d'ajuster ses médicaments sans trop y croire et 3 mois plus tard, il explose à nouveau. La situation se détériore. Je finis par le faire voir en pédopsychiatrie. Il est hospitalisé pendant 4 semaines en pédopsychiatrie et j'avais demandé qu'on évalue, entre autres, la possibilité d'un trouble du spectre de l'autisme parce qu'il y avait des éléments qui m'inquiétaient. En pédopsychiatrie, pendant 4 semaines, il va être évalué, mais finalement, comme son comportement à l'arrivée ressemble beaucoup à un TDAH, on ne se préoccupe pas vraiment de la possibilité d'un trouble du spectre de l'autisme et on travaille surtout à essayer de trouver des médicaments de TDAH qui vont l'aider à avoir un meilleur comportement. Pendant 2 ans, il va être suivi en pédopsychiatrie avec des ajustements de la médication et je le revois, il est âgé de 10 ans, la situation est encore explosive, l'enfant a des problèmes d'agressivité, des problèmes de comportement importants, rien qui ressemble à du TDAH. Et là, les parents sont désespérés. Ils n'ont plus d'aide du CLSC. La pédopsychiatrie avait suggéré un suivi en psychologie. Le suivi n'a pas eu lieu. Je ne peux pas savoir pourquoi il n'a pas eu lieu. Donc, moi, je le réfère à nouveau en pédopsychiatrie. Je le réfère à nouveau en psychologie. La situation se détériore. Et après qu'il a été vu quelques fois en pédopsychiatrie à nouveau, toujours avec le diagnostic de TDAH, il se retrouve à 12 ans en centre d'accueil parce que ses problèmes de comportement ont débordé. Il est rendu à de l'automutilation et plein d'autres choses comme ça, qui sont trop tristes. Je regarde les rapports et je vois qu'en avril 2017, il y a une pédopsychiatre qui a dit TDAH, mais ce n'est pas ce qui est le problème le plus important. Pour la première fois, quelqu'un semble penser comme moi, c'est-à-dire que ce n'est pas un TDAH son problème, c'est peut-être autre chose. J'appelle cette pédopsychiatre et elle accepte de voir Denis au centre d'accueil. On a un système spécial au Québec, c'est que les centres d'accueil sont gérés par la DPJ. Pour que la consultation en pédopsychiatrie soit acceptée, il faut qu'il passe par un comité de la DPJ où siège un autre pédopsychiatre. J'envoie une lettre au comité de la DPJ. Le comité de la DPJ étudie la situation et conclut que Denis n'a qu'un TDAH et qu'il n'a pas besoin d'être vu en pédopsychiatrie. J'ai fait d'autres pressions, d'autres démarches et finalement, la consultation a été acceptée et c'est ainsi que l'histoire se termine dans mon livre. Depuis ce temps-là, j'ai eu le rapport de la pédopsychiatre. Très beau rapport, très belle évaluation. Seule chose que je trouvais triste, c'est qu'elle écrivait qu'il y avait un TDAH clinique. Alors je l'appelle, je dis, c'est quoi ça, un TDAH clinique? Elle dit, en fait, c'est que Denis lui-même me dit qu'il y a de la misère à se concentrer, qu'il y a de la misère à être attentif. Donc, elle dit, je me sens obligée de dire que le TDAH est quand même là. Quelques semaines plus tard, elle me rappelle pour me dire « Tu avais raison, cet enfant-là n'a pas de TDAH, je l'ai fait évaluer en neuropsychologie et c'est clair, il n'a pas de TDAH. » Et maintenant, on s'oriente vers un diagnostic probable de trouble du spectre de l'autisme. Ça a pris 6 ans avant que le système accepte de regarder
de remettre en doute un diagnostic de TDAH. Et c'est ce qui est le plus difficile actuellement au Québec, c'est qu'à partir du moment où un diagnostic est posé, on a beaucoup de difficultés à regarder autre chose. Pourquoi on fait des faux diagnostics de TDAH? La principale raison, c'est qu'on ne regarde que des symptômes. Alors, récemment, il y a un représentant pharmaceutique, parce que les pharmaceutiques ont beaucoup intérêt à vendre des médicaments pour le TDAH, qui m'arrive, elle me dit « Vous allez être content, Dr Falardeau, on a des belles tablettes juste pour vous faciliter la tâche. » Elle dit « C'est basé sur le DSM-5. Le DSM-5, c'est le manuel de psychiatrie américaine qui détermine les critères de diagnostic de ce qu'eux autres appellent les maladies mentales, même si ce n'est pas une maladie mentale, le TDAH, c'est eux autres qui fixent les critères de diagnostic. Donc, sur la tablette, il y a les 18 symptômes, les 9 symptômes d'inattention et les 9 symptômes d'hyperactivité-impulsivité, et un endroit où on peut cocher. Alors, la tablette, c'est le médecin, il demande aux parents, avez-vous ce symptôme-là, et voilà, j'ai diagnostiqué un TDAH. Là, j'explique à la représentante pharmaceutique que le DSM-5, c'est pas ça. Le DSM-5, oui, donne une liste de symptômes qui sont mieux expliqués que dans les questionnaires qu'on voit et que sur sa tablette, mais il spécifie deux choses très importantes. C'est qu'il ne faut pas que les symptômes soient mieux expliqués par un problème d'opposition. Alors, si on voit Denis, si on voit plusieurs autres enfants dont je parle dans le livre, souvent, c'est le problème d'opposition qui était le problème dominant, et les symptômes de TDAH ont été... en fait, les symptômes d'agitation, ils sont en réalité causés par l'opposition. Et la deuxième chose qu'on spécifie, c'est qu'il ne faut pas que l'enfant ait un problème d'anxiété et il ne faut pas que l'anxiété soit sous-jacente au TDAH. Oh! Mais pour ça, il faut qu'on regarde l'anxiété. Et pour ça, il faut qu'on voit les vrais symptômes de l'anxiété. Un gros problème, c'est que l'anxiété chez l'enfant peut se voir par de l'agitation, peut se voir par de l'inattention. Hein? Quand on est anxieux, on peut essayer de fuir la réalité et tomber dans la lune. Ah, l'inattention, l'agitation, c'est des symptômes de TDAH. Ce n'est pas un enfant anxieux, c'est un enfant qui a un TDAH. Beaucoup d'enfants autistes aussi se font diagnostiquer des TDAH, entre autres parce que les enfants autistes sont souvent très anxieux et le même pattern arrive. Leur anxiété donne des symptômes qui ressemblent au TDAH. Alors, pour pouvoir détecter cette anxiété-là, il faut accepter de la regarder. Et si on ne la regarde pas, si on ne cherche que des symptômes de TDAH, on ne trouve que des symptômes de TDAH. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples d'enfants. Un autre exemple que je trouve un peu pathétique, un garçon de 12 ans que je soigne depuis quelques années, qui a des gros problèmes de comportement qui sont clairement pas liés au TDAH, des problèmes d'agressivité, encore là des crises de colère, mais des bagarres, agacer les autres enfants, faire de l'intimidation. Et c'est un garçon qui me semble bien gentil quand il est dans mon bureau, mais qui, selon les renseignements que j'ai, a des comportements épouvantables. Bon, après plusieurs démarches et passer par le guichet d'accès, faire refuser, parce qu'en général, quand je demande une consultation en pédopsychiatrie, on me refuse à peu près 80% du temps. Il finit par aller en pédopsychiatrie et je reçois le rapport. Et là, il est en visite à mon bureau, donc je lis le rapport de la pédopsychiatre avant de le rencontrer. Et la pédopsychiatre m'apprend, ce que je ne savais pas, parce que le problème aussi, c'est que les CLSC me demandent de leur donner toute l'information possible, mais eux, ils ne me donnent aucune information qu'ils connaissent sur l'enfant. Donc, j'apprends dans le rapport de la pédopsychiatre que ce monsieur-là, ce jeune homme de 12 ans, a d'abord les symptômes d'un trouble des conduites, ça je m'en doutais déjà, et qu'il a vécu, en fait, qu'il a assisté à... la mère est une femme battue. Il y a eu... son père a battu sa mère presque devant lui et il a surtout vu les séquelles et il a entendu les chicanes et tout ça. Mais le pédopsychiatre qui l'a évalué soutient qu'il n'est pas anxieux parce qu'il dort bien.
Alors, comme il dort bien, c'est certainement pas, toute cette souffrance-là qu'il a vécue n'a pas provoqué de l'anxiété. Et donc, si on veut l'aider, on doit simplement augmenter ses médicaments pour le TDAH. Ma mère rentre dans mon bureau, la première chose qu'elle me dit, c'est « Cet enfant-là, il ne dort pas, il faut que vous me fassiez quelque chose pour le faire dormir. » Et là, je relis le rapport, c'est marqué « Il n'est pas anxieux parce qu'il n'y a pas de problème de sommeil. » Comment ça se fait que le psychiatre n'est pas au courant que l'enfant a des problèmes de sommeil? Alors, j'essaie d'ajuster les médicaments et je me dis, je vais surtout appeler la pédopsychiatre. Et j'ai fini par lui parler, puis on a fini par régler la situation. Et il s'est bien rendu compte que ce n'était pas un TDAH, ou en tout cas que ce n'était pas les médicaments du TDAH qui allaient le régler, ni ses problèmes de sommeil, et surtout pas ses problèmes d'agressivité, colère et d'anxiété qui étaient secondaires. En fait, c'est pratiquement un syndrome de stress post-traumatique, probablement. Il y a d'autres enfants qui ont des faux diagnostics. Peut-être que pour certains cas, c'est moins pire, mais je pense qu'il faut quand même qu'on regarde la situation. Les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, les enfants dyslexiques, par exemple, sont très souvent diagnostiqués TDAH parce que, en étant dyslexiques, ils ont de la difficulté à se concentrer, ils ont de la difficulté à suivre, et souvent, un enfant, quand il vit des choses difficiles, ou quand il est en difficulté, il devient plus agité et à ce moment-là, on se dépêche de leur diagnostiquer de TDAH, on leur donne des médicaments, ça répond plus ou moins bien et comme ça prend du temps avant qu'on évalue la possibilité de dyslexie chez les enfants, ça retarde souvent le diagnostic si on a donné des médicaments et qu'on a dit qu'il y avait un TDAH. Je pourrais parler aussi des enfants doués. On a des enfants au Québec qui sont extrêmement intelligents et qui, à l'école, s'ennuient. Alors, l'enfant qui s'ennuie parce que l'enseignante lui explique, il le sait déjà par cœur. Alors, l'enfant s'ennuie, donc il s'agite ou il tombe dans la lune et hop, on lui diagnostique un TDAH. Normalement, ces enfants-là, par contre, on devrait avoir assez de facilité, quand on fait des évaluations, entre autres de l'intelligence, de s'apercevoir que son problème, il n'est peut-être pas au niveau de l'inattention et de l'impulsivité, qui n'est pas un problème neurologique de TDAH. C'est beau de se plaindre, mais il faudrait parler des solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le diagnostic? D'abord, il faudrait qu'on s'entende sur la façon de faire le diagnostic. Actuellement, on utilise beaucoup des questionnaires et malheureusement, trop souvent des questionnaires qui sont désuets, qui ne sont que des listes de symptômes que les gens ont à cocher. Et on ne fait pas de tests que j'appelle objectifs de mesure de l'attention. Alors, au départ, il faudrait trouver des façons au Québec de faire des tests de mesure de l'attention le plus économiquement possible. Parce qu'une évaluation par un neuropsychologue, ça peut coûter autour de 2000 $ si l'évaluation est complète et c'est pas sûr qu'il y a beaucoup de parents qui sont capables de se payer ça. Donc, il faut d'abord faire une évaluation objective et surtout, il faut faire une évaluation affective, émotionnelle. Il faut s'assurer que l'enfant n'ait pas des problèmes affectifs qui sont en dessous de ces symptômes-là. Après les avoir évalués, bien, il faut pouvoir les traiter selon leurs besoins. Alors, j'ai parlé actuellement, ceux qui s'occupent des problèmes affectifs des enfants, ce sont les guichets d'accès en santé mentale dans les CLSC. Les ressources sont extrêmement limitées et c'est pour ça que l'anxiété des enfants est mal détectée là, parce qu'ils ont un système de filtration qui fait qu'on ne veut pas trop voir d'enfants anxieux parce qu'on n'est pas capable de s'en occuper. Et les délais sont très longs. L'autre jour, j'ai appelé un CLSC parce que ça faisait 6 mois que l'enfant avait été référé et je n'avais aucune réponse, même pas d'accusé-réception. Alors, l'infirmière me dit « On est débordé, Dr Falardeau, il y a trop de demandes. » Mais on ne peut pas accuser les enfants d'être trop souffrants. On ne peut pas accuser les médecins de référer trop d'enfants souffrants.
Ce qu'il faut, c'est adapter les ressources pour que, non, il n'y a pas trop de demandes. Il y a autant de demandes que les enfants ont de besoins et il faut qu'on soit capable de répondre à ces demandes-là. Il faut, comme société, qu'on soit à l'écoute de nos enfants et qu'on soit capable d'aider nos enfants. Un autre problème que je vois dans les guichets d'accès en santé mentale, et j'ai mis une petite référence d'une citation de Stephen King dans le début de mon livre, que je vais vous la lire, c'est très court, où il dit « C'était comme si les grandes personnes pensaient que la vie réelle ne commençait pour quelqu'un que le jour où il dépassait 1,50 m. » Des fois, j'ai l'impression que les enfants, on nie leur existence et on ne s'occupe que des parents. Alors, les CLSC, la première chose qu'ils regardent, c'est qu'ils font des questionnaires pour le TDAH, et la deuxième chose, ils essaient de trouver des défauts aux parents. J'avais expliqué à des représentants des CLSC qu'il y avait eu une étude dans les années 70 où on évaluait les parents d'enfants qui avaient des problèmes de comportement en les comparant aux parents d'enfants qui n'avaient pas de problème de comportement. Et la conclusion de l'étude, il avait trouvé plein de défauts aux parents d'enfants qui avaient des problèmes de comportement, des défauts que les autres parents n'avaient pas. Mais il y a quelqu'un qui a dit, on va aller plus loin dans l'étude. Et on demandait aux parents normaux, les parents qui, eux, avaient une attitude normale, selon eux, de garder pendant 2 semaines les enfants qui avaient des problèmes de comportement. Et après 2 semaines, les parents normaux avaient les mêmes comportements que les parents des enfants, les parents qui disaient qu'ils n'étaient pas normaux. Et donc, est-ce que c'est l'enfant qui est en souffrance et qui réagit en se comportant de façon agressive ou agitée, etc.? Est-ce que c'est lui qui fait que le parent devient moins patient, moins attentif, etc.? Alors, est-ce que les problèmes des parents ne sont pas secondaires à l'enfant? J'ai expliqué ça aux gens des CLSC. Je dis peut-être que oui, on peut regarder les parents, oui, on peut aider les parents, mais il faut surtout, pour moi, qui suis pédiatre, aider les enfants, regarder la souffrance des enfants, regarder les émotions des enfants. Et je vous invite d'ailleurs à lire dans le livre, j'en parlerai pas, j'ai mis en annexe, en fait, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est une psychologue sur le revécu affectif de la naissance, qui est une autre façon, parce que l'anxiété des enfants, elle peut provenir de leur naissance, ça peut provenir d'aussi loin que ça, et ça a été bien démontré. Je vous invite à lire ça. En fait, ce que j'aimerais comme conclusion, c'est que ce serait d'amener les partis politiques, on est en campagne électorale, amener les partis politiques à se poser la question et à affirmer qu'ils sont prêts à aider les enfants, qu'ils sont prêts à regarder, à s'assurer que les enfants qui ont des problèmes de comportement ou les enfants qui ont des difficultés à l'école soient mieux évalués et qu'ensuite, quand on va identifier que ces enfants-là sont souffrants, qui ont de l'anxiété, qui ont des problèmes émotionnels, qu'on va s'en occuper, qu'on va leur offrir des ressources. S'ils ont besoin de psychologues, on va leur offrir des psychologues. S'ils ont besoin de travailleurs sociaux pour aider les parents à mieux gérer les comportements de leurs enfants, on va leur offrir. S'ils ont besoin d'aide à l'école, d'orthopédagogues et de techniciens d'éducation, on va leur offrir. On va penser aux enfants. Alors, messieurs, mesdames, qui font des campagnes électorales et qui font des promesses, s'il vous plaît, promettez-nous de prendre soin de nos enfants, d'arrêter le faux diagnostic de TDAH et la surmédicamentation pour le TDAH et offrez aux enfants ce dont ils ont besoin, que ce soit un psychologue, un travailleur social, un orthopédagogue, un professeur qui comprend. Offrez aux enfants de ce dont ils ont besoin. Je vous suggère évidemment la lecture du livre, pas juste parce que je veux que vous lisiez mon livre, mais parce que j'aimerais ça que vous compreniez la souffrance des enfants qui se font faire des faux diagnostics de TDAH et que vous soyez d'accord avec moi qu'il faut que le Québec fasse quelque chose pour ces enfants. J'ai dit dans le livre que je rêve que dans 5 ans, mon livre soit désuet, que tout ce que j'ai dit, ça n'existe plus. Ce serait mon plus beau rêve. Je vous remercie.